parti, l'intervention 9, symboliquement. On passe la moitié de l'événement, ça y est déjà. Et il ne s'est rien passé pour l'instant, pas de soucis techniques. Donc on peut encore une fois féliciter la technique et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens derrière cet événement finalement pour que vous puissiez voir ces belles personnes. On va faire comme à l'habitude une petite introduction du thème. C'est l'investissement locatif, l'investissement dans la pierre. En quoi il peut nous aider à préparer une potentielle retraite. On est tous à peu près jeunes autour. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à peu près, ce qui laisse le doute pour celui que je vais regarder va se sentir visé. Mais on n'y pense peut-être pas tout le temps. On sait que notre système de retraite en France, en Europe et la situation économique mondiale nous emmène peut-être à réfléchir à ça. On a quelques intervenants qui vont nous en parler très certainement. En tout cas, 82% des investisseurs immobiliers visent la retraite. C'est-à-dire que c'est quand même une des raisons principales du pourquoi on investit dans l'immobilier. En plus, bien sûr, de l'argent que ça peut représenter, c'est qu'est-ce qu'on va en servir, le pourquoi, on en a parlé du mindset, et a priori, c'est ça qui ressortirait. 2 minutes, chacun par intervenant. On commence par le bout de la scène. Stéphane, si tu veux te présenter en 2 minutes, ton parcours, qui tu es, ton âge. Très bien. Mais bonjour à tous, donc Stéphane Pelletier, j'ai 37 ans, papa de 2 enfants, je viens de Vannes dans le Morbihan, donc je suis franchisé, j'ai une double casquette, je suis franchisé dans notre compagnie du coup sur tout le 56 et une partie du 44, Saint-Nazaire notamment. J'ai une autre casquette où je suis chasseur et agent immobilier aussi, et spécialisé dans l'investissement locatif. Voilà, à titre personnel, on a avec ma conjointe investi plusieurs fois. Je suis tombé un petit peu là-dedans un peu au hasard et j'ai pris goût à entre guillemets l'argent, pas facile mais bon parce qu'on s'en est donné les moyens, mais l'argent qui arrivait au bout de chaque mois. On a quelques biens en colocation, en location courte durée, en meublé classique aussi, et on a aussi fait quelques opérations de déguisées de marchands de biens, achat, rénovation, revente de résidence principale. Voilà, faut pas le dire, mais on l'a fait. Non, tu es juste en live sur YouTube. J'ai confiance. Donc, tous les contrôleurs fiscaux qui nous écoutent. Merci Stéphane. Voilà, merci. Merci Steph. Julien, à ton tour. Julien Calamotte, donc je suis investisseur immobilier depuis plus d'une quinzaine d'années, à titre personnel, familial, et puis on a un écosystème avec mon épouse autour de l'immobilier, donc une entreprise d'investissement clé en main qui s'appelle Arta Immobilier, principalement présente dans le sud-ouest de la France, un podcast sur les finances personnelles et l'immobilier, qui est très axé immobilier, qui s'appelle Money Tree, donc l'arbre de la fortune. Et puis j'ai également des activités de marchand de biens, mais que je suis en train petit à petit de stopper, et de déboucler mes dernières opérations, voilà, pour passer à autre chose. Cette période-là aussi est derrière moi. C'est marrant parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui veulent s'y mettre. Donc moi je pourrais aussi donner mon retour d'expérience. C'est pas le sujet du jour, mais voilà. Et on a commencé à investir avec mon épouse dans l'immobilier il y a une quinzaine d'années pour préparer notre retraite, qui du coup, on n'est pas très loin maintenant. Ça fait déjà 15 ans qu'on a démarré, donc plus on commence tôt et mieux c'est. Avec une vision canadienne ou en tout cas anglo-saxonne, plutôt américaine. Oui, alors j'ai vécu quelques années au Canada, effectivement, et je projette d'y retourner très très vite d'ailleurs. Donc voilà, dans quelques mois. Bon, ça va être intéressant de parler système de retraite peut-être là-bas si tu as quelques pistes. Merci Julien. Nuno, à ton tour. Alors moi je m'appelle Nuno Montero, je précise juste que j'étais pas son notaire sur les opérations qu'il a pu faire. Donc, je suis notaire expert en gestion de patrimoine, conférencier et professeur à l'université. Et je suis assez spécialisé en fait, dans l'accompagnement des clients tout au long des étapes importantes de leur vie et notamment de l'investissement immobilier. On est spécialisé en, fait, en gestion de patrimoine et je pars toujours du principe qu'il faut avoir une vision long terme, d'accord ? Et l'investissement a un but. Et je pense qu'aujourd'hui, on va en parler, notamment en but de préparer vos retraites. Complètement. Merci Nuno de ta présentation. Maxime, qui n'a pas bougé du plateau. Il faut partir, monsieur. Non, Maxime, je vais si rester. tu peux te présenter à nouveau, s'il te plaît. Oui, donc moi je m'appelle Maxime Jouvin, je suis chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie. Je suis marié à Chloé. Chloé qui n'est pas là, mais je vais quand même la présenter parce qu'elle a une part importante dans cette intervention, parce qu'elle est ingénieure dans l'armement nucléaire et qu'après 3 ans vécu séparément à cause de mes études et de ma spécialité,
Elle m'a rejoint en Bretagne et l'armement nucléaire en Bretagne, à part Brest et Cherbourg, il n'y en a pas beaucoup. Donc il a fallu qu'elle trouve une autre profession pour pallier cette perte de revenus. Et l'immobilier s'est présenté à nous. Donc dans notre couple, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, on est une équipe. Elle gère toute la partie immobilière et puis moi je gère mes autres entreprises. Et puis voilà, c'est une équipe qui fonctionne bien. On vous a aussi réunis sur ce plateau, et Alexandre, tu vas te présenter, parce que vous êtes des professions libérales et qu'a priori, vous avez un système de retraite qui est performant, puisque vous payez beaucoup et vous allez récolter peu. C'est peut-être pas la définition du système de retraite en France, en tout cas pour le commun des mortels français, mais a priori, c'est la sensation que tous les Français en ont, de cotiser pour un système au bord de l'explosion, et vous encore plus, a priori. Alexandre, je te donne la main là-dessus. Présente-toi et après on va parler de ça. Oui, tu l'as très bien expliqué. Alors moi, donc Alexandre Debouche, je suis marié à une femme extraordinaire. Deux enfants. Une demande en mariage. Deux enfants. Ils sont déjà mariés. Oui. C'est pour ça que je le dis maintenant. 2 enfants et donc je suis chirurgien dentiste, voilà, modestement, non pas orthodontiste, mais voilà, chirurgien dentiste. Et donc profession libérale. Et quand Mathieu m'a invité à cet événement, je me suis dit mais quel était mon premier investissement immobilier, puisqu'on parle d'immobilier beaucoup. Et bien finalement c'était l'achat du local professionnel. Donc je pense qu'on va peut-être en reparler, mais en tant que profession libérale, et d'ailleurs je lisais encore une étude qui disait que les primo-inscrits en chirurgie dentaire étaient maintenant 50% en salariés. Avant on était plutôt une profession libérale qui se met de plus en plus en salariés. Et je trouve que c'est dommage de perdre cet esprit-là. Alors le premier investissement c'était le local professionnel. Je pense que vous l'avez tous compris ici. Je préfère payer un prêt, des mensualités d'un prêt, plutôt que de payer un loyer et pour un bien qui finalement va m'appartenir. Donc je pense que ça c'est un peu le fil conducteur de tous les investissements immobiliers qu'on peut avoir. Voilà, moi c'est... Ok, merci. On va développer ces thématiques. Tu voulais placer quelque chose, il ne l'a pas encore placé. Je vous préviens, je pensais que tu allais le faire quand tu nous as parlé de Marie. Mais pas encore. Donc les thématiques qu'on va déboucler, c'est finalement la source de revenus qu'on peut tirer de ces investissements locatifs. Il y a plusieurs sujets dans l'investissement locatif. Le cash flow, qui est quasiment un gros mot parfois pour certains dans l'investissement. On peut retirer des revenus immédiats, des loyers qu'on retire, si on arrive à avoir des rentabilités assez fortes. Maintenant, on va pouvoir défendre différents points de vue. Est-ce qu'on investit de manière patrimoniale et vraiment je veux tirer le boni dans 20 ans? Est-ce que fiscalement, on ne peut pas avoir une boule de cristal? Il y a Simon d'Aragon qui va intervenir à l'intervention d'après. Mais est-ce que fiscalement, c'est jouable aussi? Ton point de vue peut-être de notaire pourrait être intéressant sur ce point de vue-là. Nuno, toi, en termes de stratégie? Alors, tout d'abord, moi, j'aime toujours à préciser que la fiscalité, pour moi, ça doit rester la cerise sur le gâteau. D'accord? Vous devez avoir une stratégie qui est plutôt basée sur du civil. Et votre stratégie par rapport à vos besoins et à votre situation particulière. D'accord? C'est pas celle du voisin, c'est pas celle de votre ami, c'est pas celle du conférencier ou du mec qui va te vendre une formation. Et en fonction de tes besoins, en fonction de ta situation, ensemble, on va définir une stratégie qui va coller à ce que tu souhaites. L'immobilier, bien entendu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un excellent levier. Hein, tu vas pouvoir acheter à crédit. Je pense qu'on voit aujourd'hui beaucoup de types d'investissements. La crypto, elle vend en poupe en ce moment. Va voir ton banquier, demande-lui un prêt pour investir en crypto. Bon, je pense qu'il ne va pas t'accorder beaucoup de temps. Okay, donc forcément, l'immobilier reste le placement préféré des Français. Il y a plusieurs stratégies dedans, court terme, long terme, location nue, location courte durée, peu importe. Mais voilà, ne bâtissez pas une stratégie par rapport à une fiscalité, parce que la fiscalité, notamment en France, elle est mouvante, d'accord? Et ça va vous faire souffrir. Et je vois en ce moment beaucoup de gens qui souffrent par anticipation par rapport à des projets de loi, notamment par rapport au projet de loi de finances 2025. Encore une fois, il ne s'agit que d'un projet, on ne s'excite pas, okay, et on ne souffre pas par anticipation. Tu as totalement raison là-dessus. Je pense que la retraite, c'est quelque chose de très long terme, mais on la subit tout de suite. C'est-à-dire que si on est dans notre stratégie à ne penser qu'à ça, tu as totalement raison que ça peut influencer et parfois faire des effets de mouvement, comme on le voit notamment sur le LMNP, où on en parle beaucoup. On en parle de l'encadrement de la LCD, avec des TVA qui vont bouger, avec des encadrements. Donc c'est intéressant de dire qu'il ne faut peut-être pas la subir tout de suite. C'est ça qu'on doit donner comme conseil aux personnes. De toute manière, on a une fiscalité forte en France. C'est évident qu'on a besoin
d'argent et que sur l'investissement immobilier, ils vont nous en prendre un petit peu. Maintenant, effectivement, sur le civil, si tu te bases là-dessus et que ton calcul est bon, il devrait être bon dans 20 ans, théoriquement. Sans aucune transition, parce que en termes de stratégie juridique, quand même, puisque la fiscalité va avec le juridique, je t'avais vu intervenir une fois sur la transmission du patrimoine. Stéphane, Julien, de votre côté, comment vous avez investi en nom propre, via des sociétés, via des holdings, puisque la transmission, c'est quelque chose d'important, on le voit souvent avec notre notaire, et comme ça, Nuno pourra rebondir sur cette partie-là. Après, je vous donnerai la parole. Moi, à titre personnel, j'ai tout investi en nom propre. On est en train de revoir ça, parce que j'ai investi avec ma conjointe, on est en train de revoir ça. J'avais pas d'entreprise avant, j'en ai aujourd'hui. Donc il y a tout un schéma qui est en train d'être pensé aujourd'hui, avec le montage potentiel d'une holding, et puis changer certaines choses pour la transmission. Je le regarde parce qu'en tant que notaire, on a bien sûr été briefé sur ça. On a fait le choix de tout prendre en nom propre, tout faire en nom propre aujourd'hui. Mais on est en réflexion effectivement sur la suite. Pour ma part, on a investi en nom propre avec ma femme très vite en fait au début pour maximiser le LMNP. On était salariés tous les deux, donc c'est vrai que quand on est salarié, maximiser du LMNP ça reste intéressant. Très vite après, une fois qu'on a atteint un plafond, on s'est monté en SCI à l'IS pour ne pas subir la fiscalité tout de suite, mais plutôt la subir à la sortie, puisque on faisait des investissements très patrimoniaux à long terme, donc avec des rendements qui étaient assez faibles, avec des beaux emplacements et une liquidité plutôt certaine à la sortie. Donc ça veut dire qu'on avait des fois des efforts à faire et on ne voulait pas se retrouver squeezé avec une fiscalité qui allait nous tomber dessus tout de suite. Et puis comme on a entrepris aussi beaucoup de business à côté, on avait structuré avec des sociétés commerciales et donc une holding, ce qui avait du sens, mais ce qui peut-être n'en aurait pas eu, je ne sais pas, si on avait été que salarié sans aucune autre activité, puisque au bout d'un moment, il faut bien aussi avoir du cash à réinvestir, il faut qu'il vienne de quelque part. Voilà. Et on avait mis aussi notre fils, mais ça, voilà, ça peut se discuter. On a mis notre fils très jeune dans la SCI, il avait 3 ans. Donc voilà, aujourd'hui, il en a 14. Bon, quand il en aura 18, a priori, ce sera plus intéressant pour lui. Mais bon, tu peux nous en parler, Nono. Justement, ouais, ton avis là-dessus, Nuno? Alors, mon avis, moi, c'est que dans votre vie d'investisseur, en fonction du moment où vous êtes, il y a plusieurs étapes. D'accord ? La première étape pour tous, à moins d'hériter, c'est l'endettement. D'accord ? Cette phase, elle est importante. C'est le moment où vous allez commencer à acquérir des biens, forcément avec de l'emprunt immobilier, donc c'est une phase d'endettement. Au fur et à mesure du temps, lorsque tu vas rembourser en fait tes prêts, ton capital restant dû baisse, la valeur de tes biens, si tu as bien acheté, augmente. C'est une phase d'accumulation. D'accord ? Vient ensuite la phase de jouissance. Et ça, je pense, à mon avis, c'est la phase la plus importante et tout doit être destiné à cette phase de jouissance. L'immobilier, à mon avis, ça n'a pas de sens, sauf si ça apporte justement une jouissance accrue de ta vie. Et enfin, désolé de vous le dire, mais il y a 2 choses qui sont certaines, la mort et les impôts. Ok ? Et en France, on est les champions. On est les champions. En fait, la transmission en France, ça coûte très cher. D'accord ? Et du coup, si tu n'anticipes pas la transmission subie, eh bien, elle a un coût exorbitant. C'est limite confiscatoire. Il faut savoir que la fiscalité, même en ligne directe, de parents-enfants, on va de 5 jusqu'à 45%. C'est justement là-dessus que je voulais que tu m'emmènes, et merci. On a un lien télépathique peut-être, je ne sais pas, mais la transmission, effectivement, on a la sensation, je pense, je peux parler pour la majorité des gens qui nous regardent, qu'en France, c'est compliqué. Holding, transmission, le notaire, parfois on se dit, est-ce qu'on lui demande, est-ce que je ne l'embête pas ? Moi je t'ai vu en conférence et tu as commencé, ou je sais plus, à un moment donné, à nous expliquer que la France était un paradis fiscal, si tant est qu'on le préparait. Et ça c'est important, monter une holding, ça, c'est un mot anglais, ça peut faire peur, certains disent, est-ce que c'est valable ? Tu l'as dit Julien tout à l'heure, est-ce que si j'étais resté salarié, ça aurait valu le coup ? Il n'y a pas forcément de réponse, puisque tu l'as dit Nuno, quand on commence à investir, à 20 ans, on ne sera pas le même à 30, on ne sera pas le même à 40. Cette phase de jouissance, à quel moment on veut la déclencher ? Et je pense que tout bon immobilier, il y a 2 moments dans la vie. C'est comme les bateaux, pour ceux qui aiment les bateaux. C'est le jour où vous l'achetez, vous en profitez un petit peu, de moins en moins, et vous le vendez. Et ça, c'est le 2e jour. Je pense que l'arbitrage immobilier via des montages, on parlait de marchand de biens déguisés, ça n'existe pas. Ça peut arriver, si c'est bien expliqué fiscalement, il faut avoir une bonne histoire à raconter, c'est totalement possible. Avec des holdings, aujourd'hui, les fraudes fiscaux qui nous permettent encore à peu près de jouer avec des règles, on peut fiscalement s'en ressortir. Ok, tu voulais ajouter quelque chose sur ce qui a été développé ici, les gars ?
Ok. Alors, non, mais je vais te lancer sur autre chose, d'accord? Si tu veux. Vas-y, lance-moi. Parle-moi de ta stratégie. Toi, tes professions libérales, tu nous as parlé de ton cabinet tout à Oui. l'heure. C'était ton premier investissement, donc du local pro. C'est ça. En fait, sorti de fac, ça fait 7 ans maintenant que je suis chirurgien dentiste. Sorti de fac, moi, l'objectif, c'était déjà d'être en libéral. Je disais 50% de la population des nouveaux inscrits sont maintenant salariés. Moi, ça m'embête parce avec Maxime, on a choisi un métier qui, par essence, est libéral. C'est dans le sens où on peut décider de quel exercice on veut mener, de comment on peut mener notre vie, comment on peut gérer nos horaires. Derrière, on sait que, alors, tu parlais de nos groupes, de ceux pour qui on cotise, les retraites obligatoires, Cherdan, voilà, pour parler de nommés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On sait qu'on diminue de 5 à 4 fois nos revenus à l'arrivée à la retraite. Et pourtant, on est obligé de cotiser tous les jours, tous les mois pour ça. Et oui. Donc, il faut trouver un moyen de diversifier nos investissements et d'anticiper ce moment où on va être à la retraite. Donc moi, j'ai fait le choix déjà d'acheter mon propre cabinet, d'être propriétaire de mon bien. Alors oui, effectivement, premier investissement immobilier, oui. Mais le premier investissement, j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, c'est l'investissement qu'on a fait sur nous-mêmes. C'est vrai que Maxime et moi, on a fait 8 ans, 10 ans d'études. On a capitalisé sur notre savoir, qui nous permet de gagner de l'argent, forcément, et de pouvoir après le réinvestir dans d'autres moyens qui vont nous permettre après, une fois à la retraite, de continuer à gagner le même niveau de vie qu'on a actuellement. C'est clairement compliqué. J'ai pu discuter avec un chirurgien dentiste qui a 74 ans et qui n'a toujours pas arrêté de travailler. Alors oui, il aime bien son travail, mais il ne le fait pas pour cette première raison. Il le fait parce que il a encore envie de profiter de la vie, et la seule façon qu'il a de profiter de sa vie, c'est encore d'avoir des revenus. Ça m'a fait réagir, quoi. Je me suis dit, non, à 74 ans et même avant, j'aurais peut-être plus envie, même si j'adore ce que je fais maintenant, j'aurais d'autres priorités, des enfants, des petits-enfants, envie de voyager, de m'amuser. Et la décision, elle ne se prend pas à 50 ou 60 ans, elle se prend plus rapidement. Et on est clairement une cible pour toi, Mathieu, qui vend des travaux. Je le sais. Et puis, c'est vrai que de toute façon, quand je côtoie mes amis qui voient ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'avec Chloé, on a 3 immeubles, 2 maisons, un appartement, donc forcément, ils posent des questions. Comment tu fais? Pourquoi? Le pourquoi, il est simple. Ne pas diminuer mon niveau de vie à la retraite. Pour moi, il est hors de question que la retraite rime avec diminution des loisirs, diminution du kiff, diminution des voyages. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et donc, ils ont 2 maisons puisqu'ils sont mariés, donc chacun leur maison pour les abattements sur la résidence principale. Non, je plaisante. Et les vacances, ils en ont un petit peu. Donc, effectivement, à la retraite, il faudra en avoir encore. Mais bien évidemment, tu parlais de profession libérale. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis libéral? Parce qu'un orthodontiste salarié, il va avoir 5 semaines de vacances par an. Moi, ça fait partie de mes objectifs, c'est de visiter pas mal de choses. Donc non, je ne prends pas 5 semaines de vacances par an. J'investis dans l'immobilier aussi pour ça. Transmission de patrimoine, je voudrais qu'on en parle un petit peu. C'est une thématique à développer. Effectivement, on lève de la dette pour investir. Moi, je pense qu'en termes de stratégie, honnêtement, l'investissement immobilier est une phase de vie. Tu parlais de jouissance tout à l'heure. Je pense qu'on adore acheter de l'immobilier, on adore le vendre. Et après, on le place plutôt dans d'autres actifs peut-être plus passifs, moins payants, et d'avoir une retraite assez tôt. Moi, ma retraite, je compte la prendre dans quelques années, et ça a été planifié. Par contre, on ne parle jamais de transmission. Tu n'as pas encore d'enfants, Maxime. 2 enfants ici. Nuno, je ne vais même pas te demander si tu as préparé ta transmission. Julien, tu as parlé d'un enfant? Ouais, 1 et 2 belles filles, on en a 3. Ok, donc 2 belles filles. Donc ta compagne avait des enfants d'une précédente union. Un enfant, Stéphane, je dis 2. Vous avez travaillé ça. Moi, c'est lorsque je t'ai vu, j'ai toujours pas finalisé ces paquets, notamment quand vous êtes à votre compte. Les gens qui peuvent décider pour toi, tout ça, là, c'était assez intéressant comme sujet. Tu peux développer ça? C'est vrai que les gens souvent diffèrent en fait cette idée de transmission, et du coup, ce qui fait que la transmission en France, souvent, elle est subie. Et on le disait tout à l'heure, si elle est subie, en fait, le coût fiscal va être exorbitant. Donc l'idée, c'est plutôt de l'anticiper. Et plus vous êtes jeune, plus c'est intéressant. Souvent, les gens ont peur de transmettre à des enfants qui sont trop jeunes, d'accord?
On a toujours cette idée de dire je ne vais pas transmettre à mes enfants parce qu'ils sont mineurs. Au contraire. 2 raisons. Plus vous êtes jeune, plus la transmission est intéressante parce que fiscalement, en général, ce qu'on va faire lors de la transmission, c'est qu'on va démembrer la propriété. C'est-à-dire que je vais transmettre la nue propriété à mes enfants et je vais conserver cet usufruit. L'usufruit va permettre aux parents donateurs d'habiter, de prêter et de louer, donc de continuer à avoir le revenu locatif, que ce soit de votre vivant en tant qu'actif ou plus tard en tant que retraité, pour pallier à ta perte de revenus liée à la retraite. Le nu propriétaire, donc l'enfant, il est propriétaire, mais en fait, il ne peut rien faire. C'est une sorte de propriété en sommeil qui est soumise à la jouissance du parent donateur pendant toute sa vie. L'idée, en fait, c'est que plus je transmets tôt, plus je suis jeune, plus j'ai une grande espérance de vie. Or, l'usufruit a une valeur qui est déterminée par le Code général des impôts en fonction de mon âge. C'est par tranche de 10 ans. Toi, on va prendre ton exemple. Tu as quel âge ? 39. Donc, entre 31 et 41 ans, ton usufruit vaut 70%. C'est-à-dire que si tu veux transmettre un bien à tes enfants qui vaut 100, eh bien, la valeur de la nue propriété transmise ne vaut que 30. C'est-à-dire que j'efface 70% du coût de l'addition. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que plus tu transmets tôt, en fait, ça va permettre de figer la valeur. Si tu transmets un bien qui vaut 100 aujourd'hui, même si à ton décès, comme tu es très jeune, le bien va continuer de prendre de la valeur, même si au moment de ton décès, le bien vaut 300, il n'y aura jamais de droit de succession complémentaire sur la différence de valeur. Et le troisième intérêt, c'est que lorsque tu transmets un enfant mineur, l'enfant ne vient pas signer chez le notaire. Du coup, il n'y a pas de biais psychologique chez lui, conscient ou inconscient, qui va venir modifier son attitude et son appétence au travail. Je vois beaucoup en fait, d'enfants entre 18 et 25 ans, lorsqu'ils deviennent donataires, ça peut provoquer un bouleversement conscient ou inconscient chez eux, de dire de toute façon, à quoi bon ? Il y a déjà ce qu'il faut. J'ai une question pour Nuno. Sur la valorisation là, de l'exemple que tu prends, 100, si en face il y a 80 de dettes, tu prends que le delta, 20 ? Alors, c'est super intéressant et c'est là où on voit l'intérêt d'investir en société. Parce que si tu investis en nom propre, on ne va pas déduire le passif. On va regarder la valeur brute du bien transmis sans déduire le passif. En plus de cela, eh bien, il faudrait l'accord de la banque. En général, la banque donne l'accord, mais c'est comme un formalisme à appréhender. Il faut l'accord de la banque parce que du coup, tu ne deviens plus propriétaire. C'est ton enfant qui devient propriétaire. Alors que si tu avais acheté en société, toi, tu n'es plus propriétaire du bien. C'est la société qui est propriétaire du bien et toi, tu es propriétaire des parts. Dans ce cas-là, ce que tu vas transmettre, ce sont les parts. Combien valent les parts d'une société ? Ce que j'ai à l'actif d'un côté et ce que j'ai au passif de l'autre côté. Donc on va regarder la valeur nette de la société. Et là, c'est très intéressant. Donc là, tu conseilles de faire entrer les enfants dans la société, mais y compris dans une société, dès le début finalement de la création de la société ? Dès le début. Mais en démembrement de part sociale. En démembrement, de telle sorte en fait, que toi, tu conserves l'usufruit. Et bien entendu, il faut aménager tes statuts de telle sorte que tu n'aies jamais besoin des enfants, qu'ils ne puissent pas avoir un putsch familial, que tu ne te retrouves pas dehors, qu'ils ne puissent pas changer la gérance, ni décider de la distribution des résultats. Et ça, il faut vraiment le prévoir. Attention, hein, ceux qui achètent des statuts à bas coût en fait, sur Internet, vous allez rester avec ce qui est prévu dans le Code civil. Et le Code civil prévoit que c'est le nu propriétaire qui vote. D'accord ? Donc il faut bien déroger à tout cela et faire des statuts sur mesure, encore une fois, en fonction de vos projets, de votre situation. Clairement, je pense vraiment qu'il y a, quand on commence dans l'immobilier, quelques biens immobiliers, on peut encore faire sans vraiment de stratégie. Si à un moment ça devient prépondérant, effectivement, les enfants, le biais psychologique, je te rejoins, mais totalement dessus. Mon fils, qui a 9 ans, vous le connaissez, m'a dit l'autre jour, papa, un jour je reprendrai ton entreprise. Et je lui dis, jamais, ça n'arrivera pas. C'est pas le programme, et ces biais psychologiques, c'est intéressant. Et effectivement, le faire un peu après. Moi, j'ai 17 mandats en France, et là, je vais bientôt en avoir un dehors. C'est très compliqué à reprendre après coup. J'en reviens même à fermer des entreprises, à transférer des savoir-faire vers des nouvelles entreprises, parce que sinon, elles sont valorisées. Je n'ai pas les moyens de me racheter moi-même à ma holding. J'ai fait des montages très bien conseillés, on va dire, et on les regrette après coup. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il ne faut pas rentrer, si vous avez un ou deux biens immobiliers, ce n'est pas grave. C'est quand on commence à accélérer la cadence. Les notaires, aujourd'hui, c'est une profession réglementée. Ils peuvent vous aider, votre notaire doit vous aider d'ailleurs. Enfin, je pense que vous avez une mission pour ça. Ça coûte quelques milliers d'euros quand même. Sauf que combien ça peut vous coûter la fiscalité derrière ? On parle de pourcentage. Je crois que tu avais cité encore une fois un exemple sur un entretien que tu avais eu, qui était un peu différent. Un monsieur était décédé, chef d'entreprise, aucune préparation de la transmission de ces sociétés, et ils ont tout perdu. Toutes les entreprises sont allées à la casse, puisqu'ils n'avaient pas prévu la transmission. Et donc, je pense que quand on commence à en avoir plusieurs,
aller voir son notaire, prendre un rendez-vous, le payer, parce que le temps d'un notaire, conseiller, avocat fiscaliste, qui vous voulez, et souvent vous travaillez de pair. On va travailler avec un fiscaliste et parfois l'expert comptable quand il y a des entreprises. Ben oui, ça coûte quelques milliers d'euros d'audit, sauf qu'on dort mieux et on sait beaucoup mieux passer et transmettre le patrimoine. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, les gars? On avance. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ok, je sais maintenant combien de temps il nous reste. On va s'arrêter un peu sur vos professions à vous. On a parlé beaucoup de ce côté-là. Tu as dit, vous êtes une cible dans l'investissement. Pourquoi? Bien souvent, enfin, je peux lancer le truc. Vous avez la confiance bancaire, hein, puisque immobilier sans effet de levier, difficile, ou faut avoir bien hérité avant. Je crois que tu pourras nous raconter quelques anecdotes, peut-être si on a le temps, d'héritage, mais vous gagnez bien votre vie. Néanmoins, vous avez cette peur de perdre des revenus. Tu en as parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes formé un petit peu au niveau de l'investissement? A priori, aucun cours pour monter Pas du tout. l'entreprise. Pas du tout, même ne serait-ce que pour gérer notre propre cabinet dentaire. Nous sommes des bons soignants, on est très bien formés en France pour soigner, mais absolument pas gestionnaires. Non, absolument pas. Et encore moins, après, on ne nous apprend pas du tout à gagner notre vie. C'est clairement pas le On nous but apprend de la pas à faculté. gagner notre vie, on nous Non. apprend pas à être gestionnaire, on nous apprend pas à gérer des salariés, on nous apprend pas à être un patron. Oui. Donc voilà, Oui. on est c'est certes des professions à haut niveau de vie, c'est un secret pour personne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous déroule le tapis rouge devant chaque banque, et que c'est assez sympathique, hein, faut se le dire. Hein. Par contre, après, il faut faire attention à ce qu'on vous propose. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours être bien accompagné, et on revient encore une fois sur les notaires, les avocats, les fiscalistes, les comptables, et ça va vous permettre d'accélérer beaucoup plus vite que quelqu'un qui est seul et qui pense pouvoir le faire seul, et ça c'est faux. Mais je disais, l'investissement personnel, on a investi dans des études, on a investi dans une position qui nous permet d'aller voir les banques et leur dire, bah maintenant, voilà, moi j'ai ça comme projet, est-ce que vous pouvez me financer? Et la réponse en général est oui. Et plus tôt on va le faire, plus vite on va pouvoir faire cet fameux effet de levier qui va nous permettre, moi je vois avec mon épouse, on a acheté un immeuble à Guingamp, et finalement il nous coûte zéro. Et il va même nous rapporter de l'argent tout de suite. Je parlais de cash flow tout à l'heure, qui était a priori un gros mot. Je ne savais pas que c'était un gros mot, le cash flow. Non, Mais- souvent sur les formations en voie des Ouais, mais formateurs et parfois qui nous parlent pourtant, beaucoup de cash flow. pourtant bah voilà, moi, c'était une de nos stratégies, c'était de se dire, bon, moi je veux pas gagner plus d'argent tout de suite, forcément, puisque j'en gagne déjà. Mais par contre, j'essaye de l'avoir pour la retraite. Donc là, on a levé un emprunt sur 25 ans. Tant pis, voilà, j'ai 30 ans, 25 ans, ça m'en fera 55. C'est ça? Ah, c'est bon. Ça m'en fera 55. Bah, 55 ans, la retraite, super, très bien. Et en faisant plusieurs achats comme ça, là, les banques, on sait qu'on a une stabilité. Alors c'est ça sous-entend que c'est vrai qu'en libéral, il faut avoir une certaine stabilité de revenus, de charges. Pour ça, on a des montages en société. Je pense que tu connais très bien. Des montages en société qui nous permettent d'avoir voilà, une certaine stabilité. Mais les banques peuvent nous suivre largement là-dessus. Et le métier de libéral, et c'est pour ça que ça m'attriste toujours je reviens toujours, je radote, mais voilà, l'exercice en salariat pour un métier comme le nôtre, c'est une aberration. On a la chance d'avoir fait les études pour pouvoir s'élever. Voilà, il y a mais non, mais on n'a pas forcément de limite. Voilà, c'est nous, c'est notre organisation, c'est notre envie d'entreprendre. Et Ça, finalement, ça n'est qu'un levier. Parce que le thème de l'intervention, ça reste quand même la retraite. Tout ce qu'on fait là, ce n'est qu'un levier pour pouvoir profiter de la vie. c'est ça. C'est super hein, de faire de l'immobilier, de faire des holdings, tout ça. Alors, il y en a qui diront que c'est passionnant. Pour moi, je ne pense pas que ce soit très, très passionnant. J'ai plein d'autres passions dans la vie, le voyage, le sport automobile et tout ce qu'on fait là, clairement, enfin moi en tout cas ce que je fais avec ma femme, c'est pour pouvoir profiter. Et si je le faisais pas, eh ben c'était foutu à 60 ans. Je retombais à ma retraite qui est plafonnée. Alors je sais pas comment est le fonctionnement de la retraite dans le monde entier, en tout cas je la connais pour moi, et moi c'est plafonné. Je peux gagner des centaines de milliers d'euros si j'ai envie, dans tous les cas c'est plafonné. C'est foutu. Donc il faut investir, c'est sûr. On parlait tout à l'heure de phase de jouissance. Effectivement, la retraite, je pense qu'il y a deux points de vue à avoir. Combien il faut pour vivre? Tout simplement, en se basant sur l'inflation latente qu'on a. Alors évidemment, des effets Covid
qui ont fait qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de vivre. Et beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai l'exemple d'un entrepreneur dans le sud de la France, il est dans le BTP, il n'a jamais investi, il gagne énormément, enfin, en tout cas, moi je trouve qu'il gagne énormément d'argent, et il n'arrête pas parce que son niveau de vie fait qu'aujourd'hui, le bateau est sur l'entreprise. Les cartes bleues de l'entreprise font que les restaurations, et il est habitué dans le sud de la France, vous savez que ça coûte un peu plus cher que le reste, et il me dit, si j'arrête, je ne vis plus. Et c'est ça, c'est la phase de jouissance, combien il me faut pour vivre. Alors, je pense qu'il y a une notion de sacrifice qui est intéressante de traiter, qui n'est peut-être pas le cas des professions libérales à haut revenu, mais plutôt des entrepreneurs qui créent de zéro sans avoir fait maximum d'études au départ, etc. Donc ils gagnent du temps, mais par contre ils partent de beaucoup plus bas. Et là, il y a une vraie culture pour moi du sacrifice pour jouir de ça demain. Et ce demain, cet horizon, il est quand ? Et quels moyens on est prêt à mettre en face pour y arriver ? Et surtout, quel sacrifice on est prêt à faire ? Et ça, pour moi, moi en tout cas, personnellement, j'ai une énorme culture du sacrifice, mais je sais jusqu'à quand je vais pouvoir sacrifier. Et à partir de quand, comme disait Nuno, je vais phase de développement, phase de consolidation, et après on profite. Comme tu disais, on profite, on jouit des choses, voilà. Et ça, il faut arriver à le timer, mais c'est pas évident parce que la vie c'est mouvant, il y a des aléas, il y a des mariages, il y a des séparations, il y a des éloignements, il y a des drames. Donc il y a des revenus aussi qui fluctuent pour la plupart des professions en France et qui sont pas stables. Et il faut aussi adapter tout ça. Et en l'occurrence aussi peut-être essayer de le corriger avec ce qu'on est capable de développer à côté, quoi. Voilà. Mais ce sacrifice est important. Après, le sacrifice, que je disais, le problème qu'on a en libéral, c'est le temps. Le temps, voilà, après on veut le consacrer, alors que ce soit au travail, mais aussi en temps de loisir. On n'a pas forcément envie d'aller le consacrer, aller chercher un bien immobilier, d'aller trouver un réseau, de se construire un réseau. Donc c'est vrai que je trouve que, voilà, encore, je fais de la pub, désolé, mais je trouve que d'avoir rencontré, moi, ça m'a permis d'intégrer un réseau et d'éviter toute cette phase qui est facile. Pardon, tu lui as offert une cuisine ou une pas commission, ouais. Non, 50 euros. Non, mais voilà, on a. Merci Alexandre. Moi aussi j'ai une chance de t'avoir rencontré. On n'a pas forcément le temps d'aller chercher tout de suite ce bien immobilier qui va nous rapporter tant. Et les travaux clés en main comme tu peux proposer, moi je trouve que c'est tout à fait adapté pour des professions libérales qui n'ont pas forcément les moyens et le temps, les connaissances pour aller investir. Et voilà, il est évident que les travaux clés en main, l'investissement clé en main, est fait pour des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie ou qui n'ont pas les deux. C'est tout. C'est que, évidemment, c'est un service qui est apprécié. Et je pense qu'en corrélation avec un notaire, un bon avocat, un bon expert, et derrière des revenus solides, il ne faut pas se mentir. On a eu une forte période où l'argent était gratuit. Aujourd'hui, on revient un peu à l'investissement à papa. J'ai donné des chiffres, 2 fois moins quasiment d'opérations. 900 000 ventes cette année, 900 000 actes. Dedans, 30% sont des investisseurs, 31, 32, je n'ai pas le chiffre en tête. À la grande époque, après Covid, gros flux migratoires internes nationaux, internes en France, national pour la France, la moitié étaient des investisseurs. Tu levais 1 et tu remboursais 1,01. Bien sûr, je grossis le trait. Aujourd'hui, on a un beaucoup plus gros panier moyen et pourtant notre courbe augmente. Donc l'investissement dans la pierre a de toute manière est ancré dans l'intuitif des Français. On n'est pas comme justement les Américains qui ont plutôt une retraite par capitalisation, si je ne dis pas de bêtises, qui est mis sur des leviers boursiers. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? On n'aura pas le temps d'en débattre aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. 0. Voilà, on a consommé notre temps. Moi, je tenais à vous remercier. Je tenais à appuyer sur Nuno. Nuno, vous pouvez le contacter sur les réseaux. Prendre du temps avec un notaire, c'est gagner du temps après. D'accord? Merci à vous. C'est gratuit. Envoyez-lui des DM. Oui, alors je vous donne son numéro de téléphone et c'est gratuit. Merci encore. Petite pause et on reprend.